Il y a des duos qui prennent leur temps. Celui-ci a décidé que le vôtre valait mieux que ça. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Si un proche décide de léguer tous ses biens à une personne qui s'est occupée de lui dans les dernières années de sa vie au lieu de se léguer à la famille, est-ce que vous trouvez ça normal? Ça suscite beaucoup de questions, disons, parce qu'on en entend de plus en plus dans l'actualité, des personnes âgées qui décident, tu sais, on le constate, 6 mois, 1 an peut-être avant de partir, finalement, la famille a la surprise du testament. C'est arrivé, il y a une histoire toute récente où la personne a légué à son proche aidant, finalement, sa personne ressource. Puis ça suscite des questions parce qu'on sait qu'il y a des réglementations pour ça, mais est-ce qu'on est trop lousse? Est-ce que vraiment on supervise? Tu sais, quand vient le temps d'ouvrir un testament, même si on dit on n'est pas supposé faire ça, on vérifie. Est-ce qu'on vérifie vraiment? Puis est-ce que la personne est réellement apte? Sur papier, on dit qu'on le fait. Mais est-ce que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe? Oui, puis après, bon, il y a plein de comment dire, de contradiction là-dedans parce que ultimement tes dernières volontés ça t'appartient en principe, c'est pas quelqu'un non mais c'est facile de se manipuler. Ben, c'est ça exactement, mais tu sais, moi si à la fin de ma vie même 2 heures avant ma mort j'ai un changement d'idée puis je décide de léguer ça à toi, c'est ma volonté là. Pour ça il faut, comme tu dis, s'assurer que je sois apte à prendre cette décision là, que j'ai pas été indûment influencé, mais il y a une question de liberté de choix aussi là-dedans. T'as raison, puis en même temps je me dis, moi sur mon lit de mort, je suis pas là, mais mettons, t'as un accident, là, ou peu importe, il me semble que je pense pas à ça, là, les finances. À moins que quelqu'un me parle de ça et me mette une idée en tête, moi, dans ma tête, c'est juste, OK, c'est quoi mon prochain traitement, puis est-ce que les gens que j'aime sont là, pas loin? Il n'y a pas la notion d'argent. C'est pour ça que je suis certaine qu'il y en a plein que c'est comme ça aussi, où c'est curieux que là, subitement, justement, la dernière volonté a changé. Non, c'est clair que, encore une fois, c'est pas une question simple. Puis là, dans le cas qui nous occupe, que tu citais, en plus, la personne proche aidante, mais est un travailleur de la santé, là, si je comprends bien. Fait que là, il y a comme toute une question là, de... tu sais, bon... éthique, là. Cette personne-là était rémunérée pour t'aider, là, un infirmier, un préposé aux bénéficiaires, tu sais, quelqu'un là, qui est un employé de l'État. Est-ce que je sais pas, là, est-ce que ton médecin cardiologue, est-ce que ton infirmière à l'hôpital, dont c'est la tâche, dont c'est le travail, tu sais, je sais pas, est-ce que c'est légitime qu'on lui cède toute sa fortune, tous ses avoirs? Je sais pas, il y a comme une question de vulnérabilité qui est même pas, tu sais, là, parce qu'on parlait d'aptitude, là, tu peux avoir toute ta tête mais te sentir vulnérable, puis sentir que c'est la seule personne qui est là, puis là, je veux tout lui léguer, alors que t'as peut-être passé 50 ans de ta vie avec quelqu'un, t'as des enfants dans le besoin, tu sais, tout ça. T'as l'aspect, par contre, de... Certains ont personne à qui léguer. Il y a aussi cet aspect-là où est-ce que parce que la personne est venue t'aider et tu as une bonne relation avec cette personne, tu te dis, bon, ben, c'est à toi que je décide d'offrir ma fortune ou ce qui me reste. Finalement, il y a peut-être ce bout-là aussi, mais c'est sûr que comme il y a un service associé, la ligne est vraiment mince. La zone est grise, pas mal. Oui, puis encore une fois, toi, tu disais que tu n'en avais pas de testament. Non, ben moi, je n'ai pas. J'ai essayé d'en faire un. La notaire n'a pas voulu parce qu'à l'époque, je n'étais pas propriétaire. J'avais pas d'enfant. Elle disait, ça sert à rien que tu le fasses. Puis finalement, ben, j'ai été propriétaire, j'ai eu le temps de vendre mes affaires, mais je n'ai donc toujours pas de testament parce qu'à l'époque, on m'avait dit, t'as pas grand-chose à donner finalement. Ouais, c'est quand même bizarre, ça. T'as peut-être, je sais pas, là, ton MacBook puis des bijoux. Ben, en tout cas, je me suis dit, c'est une professionnelle qui veut pas me le faire. 2-3 $ dans ton compte de banque, là. Je comprends que c'est pas des millions nécessairement, mais... Bon, aujourd'hui, ma situation matrimoniale a changé. Je me dis, bonne affaire, j'aurais fallu que je rouvre le testament, ça aurait été des frais de changer. Donc, aujourd'hui, je suis satisfaite de ça. Mais oui, je me posais les questions, en fait, parce que je me disais, s'il m'arrive quelque chose... Au fait, c'est pas tant que j'ai beaucoup de choses à léguer que là, ma famille va être pognée pour prendre des décisions alors qu'on n'en a jamais parlé. Ça, puis tu sais, on en a vu là, des familles se déchirer la chemise parce qu'ils s'entendent pas. Puis même si, tu sais, quand les émotions sont pas impliquées, là, tout le monde va être correct. Et on va s'entendre, ça va être correct. Même les plus merveilleuses personnes, quand les émotions entrent en ligne de compte, et pelaille qu'on en a vu du crêpage de chignon. Ben oui, il faut rappeler que dans un cas comme ça, on a perdu un proche, puis là, il y a peut-être des affaires symboliques, une propriété qui est là depuis 3 générations. Chacun sa perception. Ça peut être un bijou, ça peut être des niaiseries. Hein. Moi, j'ai vu des gens là, s'engueuler sur une chaise berçante. Là, c'est comme à un moment donné... Mais tu sais, la personne s'était bercée là-dedans de nombreuses années, puis c'était comme... Ça venait
cabinet de la grand-mère, là, puis je sais pas trop quoi. Puis là, comme tu dis, on perd un peu notre rationalité dans ces contextes. Puis après, il y a tout l'aspect aussi quand tu as des dettes. Qui va s'occuper de la fameuse dette? Si tu as des choses à payer, puis l'argent qui te reste, il y en a qui ont de l'argent de placer. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de testament? Donc, c'est vrai que ça a été curieux qu'elle me dise ça. Donc, à ce jour, je n'en ai pas, mais c'était pas par des intérêts. J'imagine qu'avec des enfants, toi, t'en as un. Oui, j'en ai un. Puis là, avant de parler de moi, il y a aussi un autre élément. Puis, tu sais, parce que généralement, quand tu vas voir le notaire puis que tu fais ton testament, dans la même opération ou presque, tu vas aussi faire préparer un mandat en cas d'inaptitude. Ben oui, là, donc, je devine que tu n'en as pas non plus. Tu sais, ça, je te souhaite pas évidemment de mal, Isabelle, mais tu sais, même si tu n'as pas de nombreux actifs puis une vie compliquée, ça se pourrait très bien que demain, tu te fasses frapper par un autobus, que tu sois dans un j'ai coma. Failli mourir d'un accident d'auto. Tu me l'as raconté. Bien sûr. Qui s'occupe de toi? Qui prend des décisions? Qui peut décider de te débrancher ou de te mettre un médicament? Puis ça, c'est pas le testament, c'est le mandat. Oui. Puis tu sais, là, peut-être que tu auras des prestations de, je sais pas, tel gouvernement selon la situation ou comment est-ce qu'il est alloué cet argent-là. Moi, je l'ai vécu avec mon père qui n'avait ni testament, ni mandat, aucune inaptitude, qui était un retraité de la fonction publique fédérale, fait qu'il recevait quand même des milliers de dollars de pension à chaque mois. C'était vraiment compliqué. Pour de vrai, il a fallu constituer un conseil de famille, puis là, devant le notaire, puis ça coûtait des frais, puis c'était super compliqué. Puis ça, c'était juste pour gérer sa vie inapte. Puis après ça, à sa mort, ça a été un autre chiard, puis ça coûtait encore des milliers de dollars de faire des recherches, puis nanani. Puis tu sais, à la fin, mon père non plus avait pas une grande fortune, mais ça a été tellement compliqué pour se répartir pas grand-chose que, tu sais, j'aurais tellement aimé qu'il paye le 500$ puis qu'il fasse le testament. Oui, puis des fois, il y a des zones grises selon ta situation. Il y en a des fois là, qui sont pas capables de tenir le code parce que telle affaire, sont pas capables de faire fermer un compte. C'est compliqué. LRC, on a des histoires d'horreur avec ça à chaque fois qu'on en parle. Moi, ben là, rapidement, effectivement, j'ai 2 enfants. Je suis depuis longtemps en couple, donc on a fait ça, on a fait mettre à jour ça en fonction justement des enfants. Puis moi, la question par-delà là, à qui mon argent, puis mes bébelles, là, puis mes Legos là, vont être légués. Tes labubus vont à qui? Là, ouais, mais la plus grande, c'est qui la victime? La plus grande question quand tu as des enfants, puis c'est vraiment, vraiment fondamental, c'est si tu meurs, puis pas eux, là, qui s'en occupe? Oui. Puis c'est quoi tes souhaits par rapport à eux jusqu'à leur majorité? Est-ce que tu veux qu'il y ait une pension ou de l'argent? Est-ce que tu veux qu'ils soient, je sais pas, est-ce qu'il y a à l'école? Est-ce qu'ils ont cotisé un ré? Tu peux quand même être assez précis dans tes attentes. Après, bon, la personne qui s'en occupe... Mais ça, c'est challengeant. C'est très challengeant. Puis même, là, les enfants, même sans enfants, parce que moi, j'avais rempli ma paperasse. Qui s'occupe de toi, là? Puis si lui n'est pas là, c'est qui? Ouais. Puis ça, c'est des discussions qu'on n'a jamais, mais c'est très là, moi, j'ai challengeant. un frère puis une sœur, c'est faire de favoritisme, de choisir l'un contre l'autre. Puis idéalement, cette personne-là, tu la préviens. C'est pas comme, hey, mon frère est mort, puis tada, voici 2 enfants. Puis toi, tu vas gérer le testament quand je vais mourir. Ça. Puis les enfants, je te dis, comme je te dis, les actifs, c'est plate, puis c'est le fun en même temps, mais gérer 2 gamins, mettons, je meurais, puis ma blonde, on mourrait demain matin, t'aurais-tu envie, toi, Isabelle, de t'occuper d'un petit gars de 4 ans puis d'un petit gars d'1 an que tu connais pas, c'est quand même particulier. Ben, avec ma sœur, là, si elle y arrivait quelque chose, je serais prête à la prendre, sa fille. Ah ouais. Là, mais ça changerait ta vie radicalement. Mais sans l'ombre d'un doute, je m'occuperais d'elle et je me foutrais du reste. Là. Ah ouais. Mais je dis juste, c'est bien que tu sois au courant que c'est toi la désignée, que ce soit pas quelque chose que tu apprennes non seulement ta sœur. Ça se peut que ça fasse de chicane, mais je vous le dis, c'est moi qui apprends. Bon, c'est ça avant qu'on se mette l'un ou l'autre dans la chenoute et on va inviter Maître Stéphanie Bourassa, notaire et fondatrice de Bourassa Notaire à Granby, à se joindre à nous. Bonjour, Maître Bourassa. Je suis à Montréal, je suis pas à Granby par contre, je sais mais pas pourquoi. allô J'avais cette information-là. Montréalaise, donc, on a vu donc ce dossier là, d'un homme qui a choisi de laisser une partie de son héritage à son aide à domicile plutôt qu'à sa famille. Ça a fait couler quand même beaucoup d'encre. Au Québec, est-ce que c'est permis justement de léguer tous ses biens à une personne comme ça là, qui nous aide? Notamment quand c'est un salarié de l'État et si ça prive sa famille, c'est des situations qu'on voit souvent? Il y a des nuances à faire, en fait. Au Canada, comparativement à la France, au Canada, on a la liberté de tester. En France, on n'a pas la liberté nécessairement de tester à 100%. On a une réserve héréditaire qu'on doit vraiment faire hériter, exemple, nos enfants. Par contre, au Québec, si mon ami s'est occupé de moi jusqu'à mes derniers jours, je pourrais la faire hériter à 100% en tant que proche aidante. Par contre, si c'est une infirmière, exemple, qui s'est occupée de moi, par exemple,
Je ne pourrais pas la faire hériter, malheureusement. Ou OK. heureusement, là, ça dépend parce que des fois, justement, il peut y avoir un conflit d'intérêts, mais on ne pourrait pas faire hériter cette infirmière-là qui serait occupée de moi jusqu'à la fin de mes jours. Bon, est-ce que ça arrive souvent qu'on voit ça, des testaments se réouvrir 6 mois, 1 an avant le décès? Est-ce qu'on en voit beaucoup au Québec? Des testaments holographes, on peut voir des gens qui vont vouloir contester ça. Des testaments notariés, on voit pas vraiment ça en pratique. Des fois, il peut y avoir des petites chicanes familiales puis là, qui disaient « Ah non, mais maman voulait pas » et tout ça, puis finalement, ça ne tient pas la ligne et finalement, ce n'est pas contesté. Mais j'ai déjà vu des testaments holographes qui ont été contestés. C'est écrit à la main, les clauses ne sont pas bien rédigées. Des fois, il y a une couleur d'encre qui est différente. Donc là, on n'est pas certain si c'est vraiment maman, papa ou peu importe qui là, qui a bien écrit ce testament-là, son envoi. Ce n'est pas à la hausse, par contre, mais on envoie. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait, un protocole qui est fait pour s'assurer justement que la personne ne s'est pas manipulée si elle veut faire un changement dans le testament? Chez le notaire, oui, mais c'est sûr que si c'est un testament holographe, il n'y a pas de protocole autour. Donc, c'est la personne qui est chez elle. Là, on ne sait pas si justement elle a été forcée ou pas, si c'est de son plein gré. Ça, on ne peut pas avoir de contrôle. Mais vous, en faites-vous? Pardon? Mais vous, en faites-vous? Envoyez-vous dans mon bureau? Des testaments holographes, on n'en fait pas, non. Des testaments notariés, oui. Oui, des testaments où la personne veut rouvrir à 6 mois, 1 an, puis changer des choses dans son testament. Oui, bien ça, on en voit souvent, oui, parce que le patrimoine fluctue, les relations changent aussi au travers du fil des ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Puis dans ce cas-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place? Par exemple, s'il s'agit d'aînés, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour les protéger, justement, pour s'assurer qu'ils ne sont pas manipulés? Nous, on rencontre toute seule la personne. Donc, on s'assure que c'est bien ses volontés, qu'elle est bien apte et capable de faire son testament. Donc, nous, on pose plusieurs questions. Il y a 2 rendez-vous. Il y a un premier rendez-vous qu'on fait l'entrevue testamentaire. On est toujours toute seule avec le testateur ou la testatrice. Donc, si elle est, exemple, accompagnée avec quelqu'un, la personne reste à la salle de réception, elle ne vient pas dans la salle de conférence. Donc, si elle pouvait être forcée ou être contrainte, c'est déjà arrivé dans la pratique, c'est très rare, mais on le sait. On a un protocole à faire selon la situation X. Ça l'arrive, malheureusement, ça l'arrive. Et justement, ces personnes-là là, qui, dans certains cas, comme celui qui nous occupe, sont peut-être, je sais pas, manipulées, mais tu sais, qui peuvent, dont on voit les actifs, puis là, on se rapproche de cette personne-là. Bon, vous dites, bon, il y a quand même un processus où on extrait la personne de son contexte, mais est-ce que vous pouvez, vous, comme notaire, intervenir à d'autres niveaux quand vous voyez peut-être de l'abus? Je sais qu'on a accueilli là, lors des CPA qui parlaient de maltraitance financière. Là, est-ce que les notaires sont un peu impliqués là-dedans, surtout comme, je pense à des aînés en fin de vie qui ont accumulé des actifs, qui sont un peu vulnérables, qui perdent peut-être un petit peu de leur aptitude. Là. Comment vous intervenez comme notaire? Ça dépend dans quel contexte. Ça dépend toujours dans quel contexte, évidemment. Dès que la personne, si elle est comme inapte, il y a un travailleur social, il y a un médecin, il y a un notaire aussi dans le dossier. Tous les intervenants, on se parle. Il y a des ressources aussi quand on voit que justement... de la dilapidation, en fait, du compte bancaire, exemple de maman ou quoi que ce soit. Mais si c'est juste une personne âgée qui vient nous voir, on va poser plusieurs questions à voir si oui ou non elle est protégée, elle est en sécurité. Ça fait pas non plus partie de mon mandat de 100% être certaine. Je regarde pas ses comptes bancaires pour voir s'il y a vraiment une dilapidation, par contre. Si elle m'en parle, c'est sûr que j'offre des ressources à la cliente ou au client, définitivement. Mais est-ce qu'on devrait encadrer ça davantage? Bien, il y a déjà de l'encadrement pour la maltraitance aux aînés. Il y a déjà ça qui est mis en place pour les personnes âgées. Mais est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est suffisant au-delà de la réalité du quotidien. Donc, je vous donne un exemple. Une personne âgée, elle est à la maison. C'est pas nécessairement des choses que je vais voir dans mon bureau, mais c'est des choses qu'on peut comprendre et voir que c'est dans notre société. Elle est à la maison, il y a son fils, son seul fils unique, exemple, qui s'occupe d'elle, puis qui vole de l'argent dans son compte bancaire à son issue parce qu'elle est comme un petit peu inapte. Si elle va pas voir personne, malheureusement, il y a pas... si elle ne le dénonce pas ou si elle s'en rend pas compte, puis
Puis c'est le seul, c'est très difficile de le voir. À moins qu'on homologue le mandat de protection, puis là, à ce moment-là, on va pouvoir voir les états de compte bancaires, et là, par la suite, il y a le curateur public qui est là pour la protéger. Mais si c'est juste une personne comme ça qui est chez eux, qui est toute seule, qui a un fils unique, ou peu importe quel exemple, une nièce, ou peu importe, à ce moment-là, c'est quand même difficile de juste... On ne peut pas avoir une ingérence dans le domicile des gens. Oh. Mais c'est sûr que nous, quand on voit une personne qui est âgée ou même une personne qui vit peut-être de la violence conjugale, ça arrive aussi dans notre bureau, on donne des ressources, on l'accompagne du mieux qu'on peut. Après ça, c'est sûr que ça, c'est la personne qui va prendre la décision de le faire ou pas. On a une auditrice, Roxane, qui est avec nous au téléphone. Elle a une question. Roxane, bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Écoutez, qu'est-ce que je voulais clarifier avec la dame qui est en charge? Moi, mon père, il a 95 ans. Je suis fille unique. Ma mère est décédée il y a 15 ans. Et je pense pas qu'il a fait un testament. Alors, dernièrement, sa santé est un petit peu moins bonne. Alors, j'ai communiqué avec le bureau de notaire parce que au moment où ma mère est décédée, avec mon père, il a fait faire un mandat d'inaptitude. OK? Donc, ça, je l'ai. J'ai la copie chez moi, mais j'ai pas de copie de testament. Alors, je sais pas s'il y en a un. Et puis maintenant, ils m'ont dit, quand j'ai rappelé, parce que je voulais prendre rendez-vous pour qu'on aille avec mon père, ils m'ont dit, mais il faut absolument que son médecin de famille nous signe un document d'aptitude pour être sûr qu'il comprend les notions juridiques. Est-ce que c'est vrai? Là, je pourrais peut-être pas voir qu'est-ce qu'il a dit le notaire, mais habituellement, quand on est quand même rendu assez âgé, comme exemple 95 ans, c'est sûr qu'on va s'assurer d'avoir un billet médical du médecin que le client qu'on va avoir comprend bien la portée et la tenue. Donc, ça, c'est important pour nous, justement, pour protéger la personne qui est vulnérable, pour être sûr qu'elle est bien apte. Ah, OK. Donc, c'est ça que j'avais compris, que maintenant, c'était très important à cause de son âge qu'on ait ce document-là. C'est vrai, hein? Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Roxane, d'avoir appelé. Question très pertinente. Et je renchérirais, Maître Bourassa, peut-être là-dessus. Quelqu'un, comme la situation, là, puis on n'a pas tous les détails, mais si on est, par exemple, fille unique d'un homme de 95 ans qui n'a pas de testament, qui n'a pas d'autres enfants, pas d'autres frères. Je veux dire, on peut aussi ne rien faire. Là, je veux dire, la loi stipule une répartition des actifs à la mort. Là, oui, mais on ne vient pas choisir le liquidateur, on ne vient pas parler du don d'organes. Il y a plusieurs autres choses. Là. Okay. C'est pas juste d'hériter qu'on parle dans un testament, de toute façon. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Si on n'a pas de testament, oui, ça vient ab testat qu'on appelle, là, sans testament. Puis là, c'est le Code civil qui va venir régir, mais ça fonctionne pas juste comme ça. Il faut qu'on ait un liquidateur aussi. C'est hyper important. Donc ça, c'est pas nécessairement le Code civil qui va venir le choisir. Donc, le testament vient prévoir plusieurs situations au moment du décès pour que, justement, le règlement de succession soit plus simple. Puis jusqu'à quel point la famille peut contester? Par exemple, dans le cas dont on parlait un petit peu plus tôt, la personne a légué à la personne soignante. Jusqu'à quel point la famille peut contester ça? Je n'ai pas lu ce dossier-là. Je suis vraiment désolée, honnêtement, mais de façon si la personne, elle est apte... Ouais. Pardon? Oui, mais de façon générale, la personne est apte. Généralement, si la personne, elle est apte, on est au Québec, c'est la liberté de tester qui prône. Sauf justement l'exemple que je vous disais, si c'est le médecin, l'infirmière traitant qui vous soignait, puis à la fin, vous le mettez sur le testament, ça fonctionne pas. Mais si c'était, exemple, un ami ou c'était une personne qui s'occupait de nous tout simplement, à ce moment-là, oui, on a la liberté de tester. On peut déshériter tous nos enfants, on peut déshériter... si on est marié, par contre, il y a quand même le régime matrimonial et le patrimoine familial qui est là, mais sinon, on peut nommer qui qu'on veut dans le testament. Plusieurs exceptions et cas de figure. En cas de doute, consultez votre notaire. À propos, Maître Stéphanie Bourassa était avec nous. Elle est notaire. Vous pouvez l'appeler, là. Pas tous en même temps, mais quand même. Fondatrice de Bourassa Notaire à Montréal, je corrige. Merci, Maître Bourassa, d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.